Merci contre la pandémie de coronavirus. Ainsi, avant toute chose, je voudrais saluer une fois de plus le personnel soignant pour sauver des vies. Par cette même occasion, je présente mes profondes condoléances aux familles des victimes de cette terrible maladie et je souhaite un prompt rétablissement aux malades. Qu'il me soit également permis d'exprimer mes sincères remerciements au gouvernement des différents pays et aux organisations internationales pour avoir apporté au peuple congolais secours, solidarité et assistance. Nous continuons à implorer l'Éternel pour épargner davantage les vies de nos populations. Très chers amis de la presse, comme vous le savez, notre pays est au bord du chaos. C'est ainsi que j'ai souhaité vous rencontrer pour que nous échangions autour de quelques points majeurs de la vie politique nationale et essentiellement de la situation des Guinéens. Commençons d'abord par la commémoration du génocide du peuple congolais. Nous avons choisi la date du 2 août, date du début de la grande guerre d'agression et d'occupation de chaque année pour commémorer le génocide congolais, afin que la nation congolaise, dans son ensemble, construise une même compréhension, une même conscience et une même conviction des causes et du déroulement d'un crime contre l'humanité qui a coûté la vie de millions d'innocents congolais. Ces hommes qui ont été sauvagement massacrés, ces femmes qui ont été violées et méchamment tuées, et ces enfants qui ont péri dans les conditions les plus cruelles ne doivent jamais être oubliés. Ils sont nos parents, oncles, tantes, cousins, frères, sœurs, enfants, voisins, collègues. Leurs visages habitent encore beaucoup de nos consciences. Leur voix résonne encore dans plusieurs de nos oreilles. Le 2 août de cette année 2020 à Kinshasa, dans toutes les provinces du pays et dans la diaspora à travers le monde, les Congolais étaient nombreux à dire avec panache que ces lourds tributs payés par notre patrie ne doit pas être oublié. Nous ne devons pas l'oublier. Nous avons décrété cette commémoration parce que se souvenir d'une telle tragédie, c'est aussi et surtout à la fois vouloir comprendre le processus historique et social qui ont rendu possible cette violence inouïe et transmettre l'horreur de ces crimes pour que cette histoire ne se répète plus jamais dans notre pays. Nous avons décrété cette commémoration parce que c'est elle, lorsqu'on est victime des génocides, c'est encourager les génocidaires à continuer leurs œuvres macabres sans crainte des représailles. Je remercie tous les compatriotes pour cette commémoration. Très chers amis de la presse, pour passer les flambeaux de l'histoire du génocide du peuple congolais aux générations futures, engageons-nous dès maintenant, non seulement à documenter cette barbarie contre l'humanité congolaise, mais aussi à l'enseigner à nos enfants par des livres, à travers des chansons, des pièces de théâtre, des films documentaires, au travers des musées, des stèles ou des monuments dans toutes les provinces de la République. Et décidons dès aujourd'hui qu'un jour, une ville de la RDC abritera les mémorials du génocide du peuple congolais. C'est ici le moment de vous inviter à avoir une pensée pieuse pour nos martyrs en observant une minute de silence en leur mémoire.
Merci. Chers amis de la presse, quelle que soit la nature ou l'ampleur du crime commis contre autrui, l'impunité est tout simplement inadmissible. Voilà pourquoi, de toutes mes forces, je soutiens et je demande à tous les Congolais de soutenir l'initiative lancée par le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, celle de la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Et je me battrai sans répit pour que le rapport Mapping soit exhumé de sorte que les persécuteurs du peuple congolais de tous bords soient traqués et déférés devant la justice. Tel est le deuxième point de ma communication. Le rapport Mapping et la création d'un tribunal pénal international sur la RDC. Sans justice, on ne peut pas avoir de réconciliation. Il est donc impératif que les Congolais et le monde entier sachent ce qui s'est passé à l'est de la RDC, c'est-à-dire la vérité. Car de la vérité découlera la justice, et la justice amènera réparation, prélude à la réconciliation. On ne peut pas faire autrement. La communauté internationale, qui dépense beaucoup d'argent pour la MONUSCO sans résultat palpable, devrait aussi œuvrer pour la justice. La justice qui viendra avec la mise en place du tribunal pénal international pour le Congo. Très chers amis de la presse, en Belgique, la loi du 23 mars 1995 punit quiconque nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier les génocides commis par le régime allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, la loi Guessot, adoptée le 13 juillet 1990, punit d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende toute contestation des crimes contre l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale. En cela, les législateurs belges et français ont suivi l'exemple de bien d'autres États du monde, où les outrages à la mémoire que sont les révisionnismes et les négationnismes sont condamnés et réprimés par des lois. Dans notre pays, l'ambassadeur du Rwanda en RDC réside confortablement à Kinshasa, après avoir tenu des propos niant et minimisant de façon caricaturale et téméraire les martyrs du peuple congolais à Kasika en 1998. Je salue le courage des différents mouvements citoyens, dont les braves jeunes de la Lucha, les Filimbi et autres qui ont, en dépit du refus de l'autorité urbaine, organisé des vigoureuses manifestations pour exiger l'expulsion du représentant de Kigali à Kinshasa. Cette situation est révélatrice d'une faiblesse dont la source est, sans doute, le manque de légitimité des institutions de la République et de leurs animateurs. En effet, ces institutions et leurs animateurs, ne procédant pas du peuple, sont manifestement au service de ceux qui les ont portés. Parlons maintenant de Minembwe. L'installation tapageuse de Minembwe en commune rurale doit être comprise comme une tentative d'officialisation de la matérialisation de l'occupation de notre pays et donc le début du processus de sa balkanisation physique. Ce n'est pas un hasard que cet acte se passe maintenant. C'est certainement parce que le pacte où dit Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, a donné à ces derniers le mandat de mise en œuvre par défi du plan de balkanisation de notre pays. Comme peuple, nous n'accepterons pas cette humiliation et nous allons nous y opposer énergiquement. C'est ainsi que je lance aujourd'hui
un vibrant appel au mouvement citoyen, aux partis et les groupements politiques, aux associations, aux syndicats, aux églises et à tous les citoyens congolais à dépasser les enjeux sectoriels et partisans pour faire barrage ensemble et par tous les moyens à cette tentative insidieuse de renforcement de l'occupation et du processus de balkanisation de notre pays. J'ai pris instamment, mes chers compatriotes, de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. L'heure n'est pas au découragement, car le mal congolais n'est pas une fatalité. L'heure est plutôt au réveil de la conscience collective et de la volonté populaire de mettre un terme définitif à un deal mafieux qui enchaîne le pays et prend tout le peuple en otage. L'heure est à la libération de notre pays et au retour à l'ordre constitutionnel. Libérons la RDC. Tel est le vaste mouvement populaire que je lance dès aujourd'hui. C'est par ce combat redoutable de notre génération que notre patrie sera à jamais débarrassée de ce système politique illégitime, voyou et corrompu à la solde des occupants, qui n'hésitent nullement à utiliser la violence, la terreur, le mensonge et les achats de conscience pour conserver les pouvoirs, en confisquant l'économie et les finances du pays et en livrant les ressources stratégiques de notre patrie aux convoitises zélées de leurs maîtres. C'est maintenant que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes à notre patrie, jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Le peuple est aujourd'hui le seul, absolument le seul soldat et défenseur de l'intégrité et de la souveraineté de notre pays. Si aujourd'hui nous baissons le bras et nous laissons Minembwe entre les mains de ses occupants, demain nous n'aurons plus de pays. Nous serions le premier peuple d'Afrique à être asservi, occupé et colonisé par un autre peuple d'Afrique. Ainsi, je lance un vibrant et solennel. Ainsi, je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale ce mercredi 14 octobre 2020. Je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale. C'est mercredi 14 octobre 2020, principalement à Kinshasa et à Uvira, ainsi que dans d'autres villes de la République. Très chers amis de la presse, j'aimerais pour conclure m'adresser aux fanatiques en leur disant ceci. Les actes négatifs des hommes et des femmes politiques resteront, et ce sont vos enfants qui en subiront les conséquences, vos petits-enfants. Cultivez l'amour de la patrie, l'amour de la nation, plutôt que l'amour des individus. À tous les Congolais attachés à l'unité et à l'inviolabilité de l'intégrité territoriale de la patrie congolaise, marchons tous le 14 octobre pour dire à l'unisson non à la balkanisation de notre pays, non à l'occupation de la patrie de Lumumba, non au pacte de la destruction de notre pays que Joseph Kabila a signé avec Félix Tshisekedi. Oui à la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Je vous remercie. S'il y a une question, la vie démocratique du Congo. Mais Fachi, au cours de son dernier point de presse tenu à Gomba,
a annulé l'installation de la commune. Voilà, je crois que vous avez répondu. Azarias, vous dit que tout le monde est quoi? On fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que la décision d'ériger, ou en tout cas cette activité, d'aller ériger Minembwe en commune rurale, était discutée quelque part? Il y a un document officiel. M. Tshisekedi nous habitue. Chaque fois, il va aux États-Unis en avril 2019, il dit qu'il va déboulonner Kabila. Il rentre ici, il se ravise. Il va en juin à Londres, il dit que quand il rentre, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Lui, il avait dit le Parlement, mais je corrige en disant son intention, c'était certainement de dire qu'il est dissoudre l'Assemblée nationale. Il vient ici, il se rétracte. Il n'y a pas M. Félix Tshisekedi comme président, non. Il y a M. Kabila qui édicte, qui dirige, qui dit tout. Et il y a des gens qui obéissent à M. Kabila. Je vais vous dire une chose, cher Jules. J'ai été membre de la réunion de discussion de la CENCO. Et pendant la CENCO, avant de signer l'accord qu'on a appelé l'accord de la Saint-Sylvestre, on devait procéder, comme a dit la répartition des tâches. On était deux groupes, on était paritaires. Les groupes de changement, nous, les représentants d'Étienne Tshisekedi de Mémoire, et les groupes des Kabila. À un moment donné, nous sommes arrivés au ministère de réforme institutionnelle. Moubake, Valentin et moi-même, nous nous sommes dit que ces postes-là doivent être supprimés ou on prend ça de notre côté. M. Azarias Soubera ne peut plus être ministre des réformes institutionnelles. Et j'ai ajouté en disant, le ministère de l'économie aussi, que nous devons le récupérer. Mon ami et frère, Modeste Bahati, ne peut plus être ministre de l'économie. Il est resté longtemps ministre de l'économie. Nous avons discuté, Valentin Moubaki et moi-même, jusqu'à la fin, que certains de nos amis ont cédé. Je vous ai dit la fois passée, dans une conférence de presse dans l'autre salle, pourquoi Azarias Ruberwa est toujours ministre de la décentralisation. Vous parlez de la décentralisation, réforme institutionnelle. Pourquoi? Donc, Félix Tshisekedi ne maîtrise absolument rien, et vous avez compris. Donc, votre question, la réponse de Tshisekedi, il ne maîtrise absolument rien. Si il était sérieux et qu'il avait dit que, écoutez, je vous ai écouté, il y aura un conseil des ministres, au cours du conseil des ministres, nous allons, et je vais savoir exactement ce qui s'est passé, on prendra des décisions, on pourrait comprendre. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de gouvernement. Les gens, ils font de la navigation à vue. Merci.